Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Ravi de vous accueillir au beau milieu d'un décor de Provence Studio. Alors on ne fait pas notre cinéma, loin de là. On va vous emmener pour un itinéraire truffé d'informations pour ce journal du jeudi 15 mai. On vous emmènera à Marseille, on passera par Miramas, Martigues et tout de suite, on va s'arrêter sur une zone commerciale la plus visitée de France. Je vous laisse deviner, plan de campagne, bien vu. Alors sachez que les commerçants disent stop. Stop à quoi? À son évolution et surtout à son extension. Souhaités par les bailleurs immobiliers, ces agrandissements pourraient, selon eux, fragiliser l'équilibre et la pérennité des commerces. Alors, quel avenir pour la zone commerciale de plan de campagne? Reportage signé Alexandre Perroux. Elle est la zone commerciale la plus visitée de France. Plan de campagne ne cesse de s'agrandir, mais à quel prix? Les commerçants alertent sur la forte concurrence, la mauvaise répartition des commerces et services et sur la fermeture brutale de certaines enseignes comme Intermarché. Là, effectivement, depuis 15 jours, l'Intermarché a fermé. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, la galerie est vide, il n'y a personne. Et la zone commerciale de plan de campagne, elle est démoralisante, avec Intermarché qui est fermé, on est juste en face. On n'a plus aucune fréquentation, c'est démoralisant la situation. Kevin Robert est porte-parole de l'association des commerçants de plan de campagne. Il souhaite davantage d'échanges entre bailleurs et commerçants. En fait, ce n'est pas le nombre de commerces qui est problématique, c'est le manque de concertation dans son ensemble. Aujourd'hui, plan de campagne, c'est 500 enseignes, 7500 salariés, donc il faut une cohérence d'ensemble et il faut un équilibre. Ça, c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous souhaitons. Et une fois que l'on est autour de la table, on peut ensemble discuter de cet équilibre-là. Les clients que nous avons rencontrés se disent eux relativement indifférents à un agrandissement de la zone. La plupart reconnaissent être satisfaits par l'offre de commerce existante. Pour l'instant, Intermarché n'a pas trouvé de repreneur, sachez-le, tout comme beaucoup de locaux commerciaux, une situation que nous allons suivre évidemment de très près. On se met au vert et on s'intéresse aux jardins partagés. Miramas en compte 175. Ils réunissent des habitants autour d'une même envie, cultiver la terre et surtout le vivre ensemble, bien plus que des potagers. Ces lieux favorisent le bien-être, la convivialité et ils réveillent parfois des souvenirs d'enfance. Une dynamique mise à l'honneur cette semaine à l'occasion de Nature en Fête, le grand rendez-vous écolo de la ville. Reportage sur place avec Mathis Muru. À Miramas, la transition écologique passe aussi par la terre. La ville compte aujourd'hui 175 jardins partagés où l'on cultive bien plus que des légumes. C'est une opération qui a été lancée en 2012 et qui était la première pierre d'un projet plus global qui s'appelle le territoire nourricier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est essayer de faire en sorte que la population puisse se nourrir avec une alimentation la plus saine possible, la plus proche possible. Ici, chacun vient avec ses envies, son rythme, son savoir-faire. Un lien simple et précieux entre les habitants. Quand il y a un jardinier qui est un peu fatigué ou il est un peu malade, on fait son jardin, on s'occupe de tout. S'il n'est pas là ou c'est sa famille qui sont malades, on s'occupe de son jardin. Regardez, ça c'est les oignons, les poivrons, les salades, les pommes de terre, on a tout dans le jardin. Et à la fin, moi je veux dire à mon nom et au nom de 102 jardiniers, 1000 merci à monsieur le maire pour faire le jardin. C'est un jardin magnifique et comme on disait nous, c'est un jardin de 4 étoiles. Pour certains, c'est un retour aux racines, des petits gestes simples qui évoquent les premiers souvenirs passés, les mains dans la terre. Mes grands-parents, qu'on allait voir chaque été, avaient de très grands espaces et entre autres, effectivement, des melons, des pastèques, enfin, des fèves, etc. Et la première impression que j'ai eue quand j'ai mis la main à la pâte, c'est ça, c'est ce renvoi à ma première enfance. À Miramas, la transition écologique, ce n'est pas un concept, c'est une réalité partagée, cultivée et célébrée. Et si vous vous sentez l'âme d'un jardinier, n'hésitez pas à assister à l'inauguration de nouveaux jardins ce samedi. Il s'agit des jardins familiaux de Colomb et le jardin Marie Péronne.
Le palmarès du Pavillon Bleu 2025 a été dévoilé aujourd'hui. On prend le large, vous l'aurez compris, 388 plages et 104 ports de plaisance au total, remarqués pour leur qualité des eaux de baignade, leurs équipements respectueux de l'environnement. Et bien comme l'an passé dans notre département, 10 plages et 6 ports ont une nouvelle fois été récompensés, à l'image des plages du Bestouan à Cassis, du Jaille Nord à Marignane ou encore celle de la Corniche à Saucé. Pour la 30e fois, Fos est labellisé pour ces deux plages, Cavaou et Grande Plage, et puis son port de plaisance, Claude Rossi, Pointe-Saint-Gervais. Le Pavillon Bleu sera officiellement hissé le 14 juin prochain. Ce sera dans le cadre du Rendez-vous des Marins, cette grande journée festive dédiée à la mer organisée sur le port. Un site également certifié port propre, on le rappelle, distinction qui confirme la bonne gestion environnementale de cet équipement. Sachez que notre département compte bien sûr de superbes plages qui n'ont pas forcément le pavillon bleu, tout simplement parce qu'elles n'ont pas fait acte de candidature. Allez, on passe au sport et au football. Elles l'ont fait. Les Olympiennes montent en première division. C'est donc la D1 qui les attend pour la prochaine saison. Un exploit réalisé il y a quelques jours seulement, mais à peine le temps de célébrer qu'il faut déjà se reconcentrer. Les joueuses ont rendez-vous ce dimanche avec Toulouse. Elles pourraient remporter le titre de championne de D2. Ce serait l'apothéose, bien sûr, à condition de rester focus sur ce match décisif. Écoutez plutôt les points de vue de Chloé Ngazi, gardienne, Jenny Perret, milieu de terrain, et l'entraîneur Frédéric Gonzalves pour commencer. On est encore très heureux, très content. Il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère, c'est normal. C'est normal parce que on a réussi notre objectif principal, qui était donc la montée. Là, il reste quand même un match qu'on va préparer sérieusement, qui est donc ce match face à Toulouse ce week-end, qui a un enjeu, puisque cet enjeu-là, on sait que si on le gagne, on est champion. Après, je pense que c'est mérité pour les filles, qui sont actuellement sur 8 victoires en 8 matchs, une belle série. Donc finir la saison et cette belle épopée par une 9e victoire serait le Graal. Ouais. On va se concentrer sur dimanche Toulouse. Après, on aura le temps de réfléchir et de penser à la saison de D1. On est trop loin. Il y a trop de choses il y a trop de réflexions à avoir autour de ça. Voilà, chaque chose en son temps. On le célèbre encore. Après, quand on arrive sur le terrain à l'entraînement, on est concentré, on est sérieuse, mais je pense qu'il faut vivre les moments à 100%. Depuis le début de la deuxième partie de saison, tous les matchs sont des finales et on joue avec une grosse pression. Donc je pense qu'il y aura encore de la pression ce week-end, mais peu importe le résultat, l'objectif principal est atteint. Donc ça serait que la cerise sur le gâteau si on pouvait gagner ce week-end, et je pense que c'est la meilleure des motivations. On se disait que justement le match de dimanche il allait être important, surtout qu'on a de la chance, c'est chez nous, donc on va avoir du monde pour nous, il y aura tous nos supporters, donc il faut aussi leur faire honneur, donc, et puis comme d'hab, mouiller le maillot, c'est important. Clairement, il ne faut pas qu'on transforme ça en match de gala ou faire la fête avant le début du match. Je pense qu'il faut finir sur une bonne note parce qu'on serait toutes dégoûtées et ça gâcherait un peu la fête de finir sur une défaite. Vous l'avez entendu, dimanche, le match face à Toulouse se joue à domicile. Ce sera à 15h à l'OM Campus. Les supporters sont attendus en nombre. On compte sur vous, bien évidemment. Et on croise les doigts pour les filles. On rappelle que l'équipe était reléguée en D2 depuis 2020. Et puisqu'on parle OM, on se tient prêt aussi pour l'inauguration de la statue de Bernard Tapie. C'est demain à 18h sur le parvis Jean Bouin, à la veille du dernier match de la saison. OM Rennes, notre reporter sera également sur place. C'était un grand jour à Martigues aujourd'hui avec l'ouverture du Salon des Jeunes, une 19e édition placée sous le signe des égalités, un thème cher à la ville, on le sait, culture, formation, sport, prévention, à travers des rencontres, des débats et une foule d'animations comme le pilotage de drones ou encore simulateur de vol, découverte de disciplines sportives comme l'escrime, tous les ingrédients réunis pour faire de cette édition 2025 un véritable succès. Alors petit tour du côté du stand sensibilisation à la sécurité routière pour un exercice de conduite, vous allez le voir, un peu particulier, pas du tout avec ce véhicule, non. Ça, c'est des lunettes cannabis, ok ? Oui. Donc, on va faire un petit atelier. On va essayer de se diriger jusqu'à la voiture. Tu vas mettre tes lunettes. Si tu as un petit souci, que tu ne te sens pas très bien, tu t'appuies sur moi.
Ok? Ok. Ça va te permettre d'avoir les sensations visuelles uniquement. Ça va pas atteindre ton cerveau, heureusement. On n'est pas là pour que tu te drogues. Ok? Donc ça va atteindre justement tes yeux et tu vas voir qu'il va y avoir une différence dans la perception de ton environnement. Ok? Et tu vas comprendre pourquoi il faut pas se droguer. Donc si tu touches, ça veut dire que tu as percuté, tu as frôlé quelqu'un, une voiture ou bien un trottoir. D'accord. Ok? Donc on ne touche pas, on ne percute pas. Et on va voir si c'est facile quand on est sous l'effet du cannabis. Il faut être très ludique, c'est de la ludopédagogie en fait. Hein. Donc nous on utilise tous les moyens possibles et imaginables, on passe par le jeu, on passe par des challenges et ça permet aux jeunes réellement de s'amuser tout en apprenant et tout en conscientisant au final. Et bien que oui, il y a des risques à consommer de la drogue, de l'alcool et ou de faire aussi également des rodéos, on est un petit peu sur tous les postes. Alors, dis-moi, C'est difficile de conduire comme ça. c'est quoi le principal danger que tu as vu? Bah, on voit pas trop bien. On voit surtout quand on est éloigné. On voit de loin. Pas de comme la vraie vision quand on a sans le masque. Et du coup, ça te sensibilise sur quoi ça? Bah, de pas prendre de drogue et du cannabis vu que bah, c'est un masque comme si on était sous l'effet du cannabis. Là, tu es sur un parcours sécurisé, mais c'est vrai qu'il y en a qui conduisent sous l'empire de la drogue ou même de l'alcool. Ça met des vies en danger. Tu l'as vu là? Bah oui, parce que bah, j'ai percuté un plot. On le voit pas ça, qu'on peut percuter des gens ou des trottoirs ou d'autres choses. Leçon retenue? Bah, faut pas prendre de drogue au volant. Reportage très sympa qui illustre parfaitement ce SDJ, ce salon des jeunes de Martigues, signé Noren Werfeli. Alors n'oubliez pas, demain soir, le Maritime Alive, ce concert qu'on vous prépare aux petits oignons. Rendez-vous pris demain donc à 19h30, toujours sous la halle de Martigues, avec la belle affiche Franglish, Linda, Lina Maim ou encore Naestro et DJ Gaël. Il y a eu une deuxième distribution massive de places ce soir. Alors on compte sur vous pour mettre le feu sous la halle de Martigues. Si on se penchait sur les autres festivités qui vont rythmer le pays de Martigues ces prochaines semaines et notamment pour la période estivale, on en parle avec Jean-Jacques Micou, c'est le nouveau directeur de l'Office de tourisme de Martigues qui succède au jeune retraité Didier Serboni qu'on salue au passage. Je suis sûre qu'il nous regarde. Eh ben, c'est un bel été qui se profile, regardez. Des nouveautés qui vont tourner autour de la gourmandise, autour du patrimoine, autour de l'eau. Et donc dans la gourmandise, nous allons avoir des nouvelles visites, des nouveaux produits autour de Berger d'un jour, autour de la cave coopérative, là où nous sommes, la Venise provençale, autour bien évidemment de la ferme aïolique à Ganis. Des nouveautés en termes de visite au fil de l'eau, avec une petite originalité, ou en tout cas quelque chose qui mérite d'être souligné, c'est un petit bijou, la visite des canaux en kayak. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a très très peu de villes qui se visitent réellement en kayak. C'est le cas de Rennes, c'est le cas de Toulouse, mais par exemple, c'est pas le cas de Sète, c'est pas le cas d'Annecy, mais c'est bel et bien le cas à Martigues. Nous avons bien évidemment les grands classiques que nous renouvellerons autour des apéritifs sur l'eau, autour du parc marin, du snorkeling, donc la découverte avec des palmes des fonds marins, puis tout ce qui tournera autour des fêtes et manifestations sur l'eau, sur l'étang, avec fête de l'étang, avec les Vénitiens, avec les feux d'artifice. Bref, on ne va pas s'ennuyer encore en été 2025 à Martigues. Des propos recueillis par Sandrine Calvérac, comme vous venez de le voir, au beau milieu des vignes de Saint-Julien. À ce propos, eh bien, sachez qu'une grande paella y est organisée. Ce sera le samedi 31 mai. Ça tombe bien pour le pont de l'Ascension. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en appelant directement la coopérative. Attention, place limitée, donc ne perdez pas de temps. Triste nouvelle, on a appris le décès de l'ancienne directrice du Théâtre des Salins à Martigues, des suites d'une longue maladie. Annette Breuil a œuvré de 2001 à 2013 pour l'année européenne de la culture, pour faire rayonner le théâtre martégal au-delà de notre territoire et inviter des artistes de grande renommée. Alors on garde l'image d'une femme avant tout passionnée, surtout engagée, très attachée au service public. Nous lui avons tellement de fois tendu le micro maritime
Maritima au point de tisser un lien particulier et de tourner des émissions in situ au théâtre pendant plusieurs mois, plusieurs saisons. C'était le journal des rendez-vous. Toute l'équipe qui m'accompagnait d'ailleurs à l'époque s'en souviendra. Alors, merci là-haut à Annette pour cet accueil, cette collaboration et puis cette complicité avec cette vision commune de la culture. Autre disparition, celle d'une figure du journalisme français, Daniel Bilalian, ex-présentateur des JT de France Télévisions, s'est éteint lui aussi des suites d'une longue maladie à l'âge de 78 ans. Bien connu des téléspectateurs pendant plus de 40 ans, ce visage du 13h de France 2, on ne l'oubliera pas non plus. Il avait été aussi le patron du service des sports de France Télé à partir de 2004. Allez, on termine sur une note plus joyeuse. On vous emmène en balade pour clore ce journal. Depuis 1 an, la citadelle de Marseille est ouverte au public. Et ça, c'est vraiment très chouette. Classé monument historique depuis 1969, eh bien, le site a attiré plus de 250 000 visiteurs l'an passé, avec son jardin en accès libre, ses visites guidées du Fort Saint-Nicolas et puis surtout sa vue imprenable à 2 pas du Vieux-Port et de la basilique Notre-Dame de la Garde. Ce lieu séduit Marseillais et touristes. Reportage sur place signé Nordine Ali Saïd. Anne-Marie, qui habite à quelques mètres de la citadelle de Marseille, est déjà venue plusieurs fois. À chaque visite, elle reste époustouflée par la vue en surplomb du Vieux-Port. Habitant à Marseille depuis très longtemps, je suis habituée à certaines perspectives et là, je découvre une autre perspective nouvelle de Marseille et on n'y croit pas. Et c'est intéressant, c'est tout nouveau, on n'y croit pas. Paul, un Aixois venu pour la première fois, n'a pas hésité une seule seconde à nous dire ce qui l'impressionne le plus dans le Fort Saint-Nicolas. La vue notamment qu'on a sur Marseille et puis tout le côté architecture et historique, c'est très intéressant. On se sent tout petit à l'intérieur, c'est très impressionnant. La vue y est bluffante pour le public, mais l'intérieur ne l'est pas moins. Construit en 1660 sur ordre de Louis XIV pour contrôler Marseille, ce fort impressionnant, classé monument historique depuis 1969, s'étend sur une surface équivalente à 6 terrains de football. Édifié en seulement 4 ans sur un éperon rocheux, il adopte un plan bastionné en étoile. Il se compose de 2 parties distinctes, un haut fort, la citadelle Saint-Nicolas, et un bas fort, chacun ayant joué un rôle stratégique dans la défense maritime et urbaine de la ville. Comme le souligne Paola Pina, médiatrice culturelle, c'est le calme du lieu renforcé par ces roches qui fait sa particularité aujourd'hui. On a une demi-lune qui s'appelle la demi-lune Dauphin, qui était le chantier test du fort, la première à être restaurée pendant un peu plus de 10 ans. Et finalement, on aperçoit que l'élément essentiel, l'élément plus important qu'on aperçoit, la sensation qu'on aperçoit ici, c'est la calme et le silence. Et c'est grâce à la structure. Si l'on doit compter 12 € pour visiter le Fort Saint-Nicolas, les jardins, eux, sont libres d'accès avec la possibilité de se restaurer à la guinguette du fort. En plus de préserver son patrimoine, le site soutient des chantiers d'insertion tout en organisant des festivités tout au long de l'année. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Écoutez, moi je vais tenter de prendre la route. Je ne sais pas si il y a du carburant dans cette caisse. En tout cas, on tente l'aventure. Hop, c'est parti. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau journal. Soyez au rendez-vous. Demain, il y a de quoi faire aussi à l'aube du week-end avec l'agenda sorti et toutes les infos qui vont rythmer ce dernier jour de la semaine. Salut!